Dans cet épisode, j'avais envie de parler de danse et de danse, mais sous deux facettes différentes. La première, celle d'une activité de loisir, une occupation qu'on peut faire, dans le fond, bouger d'une manière structurée, coordonnée au son de la musique, une fois qu'on a grandi. Donc, une fois qu'on a un certain niveau de compétence motrice dans notre corps, bien, on peut participer et grandir finalement dans cette activité-là avec du plaisir plutôt que de la concentration. Et l'autre angle, c'est celle de l'utilisation de la danse comme une activité de stimulation ou même d'intervention auprès d'enfants qui sont tout simplement en développement ou qui pourraient présenter des défis et qui sont face à un intervenant. Par exemple, un ergothérapeute et qui pourrait utiliser finalement, parce que ça, c'est notre modèle de pratique en ergothérapie, la danse en tant qu'activité dans laquelle s'engager pour finalement continuer à développer sa motricité. Et je vais en parler avec une autre ergothérapeute, Sabrina Catudal, que vous connaissez peut-être si vous êtes des fidèles auditeurs de Bouger pour grandir, parce que, elle anime un podcast elle-même qui parle d'ergothérapie sous plusieurs angles, pas juste la pédiatrie. Ça s'appelle Expression Réadaptation. Et j'ai d'ailleurs participé à son podcast cet automne. On avait parlé de motricité fine et j'ai rediffusé aussi cet épisode de podcast-là sur Bouger pour grandir. Alors, si ça vous intéresse, retrouvez-nous dans l'épisode 14. Mais sinon, aujourd'hui, on parle de danse. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, Sabrina, dans un contexte bien différent de la dernière fois. Je voulais en profiter d'abord pour te souhaiter la bienvenue et aussi te féliciter parce que quand on s'est vu la dernière fois, tu avais le titre d'étudiante en ergothérapie. Et maintenant, tu es ergothérapeute, membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Oui, effectivement, là, une nouvelle graduée en ergothérapie. Bien, c'est magnifique. On a besoin d'ergothérapeutes au Québec et une ergothérapeute, surtout comme toi, qui est déjà engagée dans la promotion de l'ergothérapie à travers ton podcast. Alors, je te remercie au nom de la profession. Et peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais maintenant, que tu es ergothérapeute. Oui, bien en fait, moi, j'ai décidé d'aller autant plus dans le secteur public que le secteur privé. Là. J'ai comme 2 emplois, si je peux me permettre comme ça. Ben oui. Mais plus pour les enfants, ça serait une clinique privée là, qui s'appelle Groupe Ergo Ressources. Peux-tu nous dire d'où vient ton intérêt et ton expérience en lien avec le sujet de la danse? Oh, ça part de très loin, je dirais. J'ai passé par plusieurs sports. J'ai été au début dans le soccer. J'ai bifurqué finalement plus avec du ballet jazz. Je suis tombée même avec le hip-hop. J'ai fait de la gymnastique même aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai quand même essayé plusieurs sports. Puis finalement, je trouvais que la danse, ça me rejoignait encore mieux. Puis davantage, là, finalement, moi, je pratique ce sport, puis même encore aujourd'hui. Donc, dès mon jeune âge. Mais drôlement, comme plusieurs familles, mes parents m'ont inscrit à des cours de ballet classique. Le petit tutu, quand j'avais 3 ans, j'ai des photos de ça, m'ont inscrit un petit peu plus tard à du ballet jazz aussi. Mais contrairement à toi, ça n'a jamais été plaisant, facile. J'ai pas poursuivi. Et je peux pas dire que j'ai beaucoup de talent naturel en danse. Et je trouve ça intéressant que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. En fait, réponds à cette question-là si tu peux, pour moi. Est-ce qu'on est prédisposé avec un talent pour la danse? Est-ce qu'il y a une certaine génétique là-dedans?
Autrement dit, si je ne suis pas super bonne en danse aujourd'hui, est-ce que c'est parce que je n'ai pas rencontré suffisamment de contexte pour m'y exposer ou j'ai pas mis assez d'efforts ou pris assez de cours pour me perfectionner? Tu sais, on peut avoir certaines forces qui peuvent finalement nous amener à ce que ce sport-là soit plus, peut-être pas plus facile, Accessible? mais au moins accessible. Exact, c'est un bon mot, merci. Donc oui, puis tu sais, mettons, je prends moi par exemple, tu sais, souvent j'écoutais de la musique, ben le fait de m'avoir rapidement initiée à tout ce qui est musique, ben pour moi, l'aspect de reproduire des mouvements sur une musique, ça a été plus facile parce que j'avais déjà un peu travaillé mon oreille, si je peux Ouais. le dire comme ça, mais Alors, si je résume, ce que je comprends, c'est qu'on peut avoir un bagage génétique qui nous prédispose à avoir de la facilité pour développer la force, être flexible, avoir du rythme, mais ça prend quand même un environnement stimulant qui va me permettre de, dans un premier temps, découvrir la danse et de m'exercer. on est tous différents, on a toutes nos Oui. forces, nos faiblesses, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte finalement qu'on arrive à un produit où, tu sais, finalement, on a peut-être plus de difficultés, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus difficile aussi? C'est ça qu'on essaie de regarder aussi en ergo, oui. OK, mais là, tu as dit plein de choses qui m'intéressent. D'abord, tu m'as dit, toi, ça a eu une grande influence sur ton développement ou qui tu es finalement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ça? En quoi la danse a influencé ta vie et surtout ta motricité? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, pour ma part, tu sais, je pense que la danse, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est quelque chose qui est complexe. Puis justement, quand on parle de complexité, mais on peut penser justement à plusieurs aspects. Donc, si on parle, par exemple, de la dissociation de certaines parties du corps, ben ça se peut que je dois juste tourner ma tête puis que mon corps doit pas se tourner. Ou, tu sais, il y a quand même des aspects qu'on essaie, tu sais, nous, on appelle ça qu'on isole, là, certaines parties en Ouais. danse. Donc, de dire, est-ce que c'est juste mon bras qui va bouger ou finalement, c'est tout mon corps? Donc, il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi le fait que, dans le fond, en danse, il y a vraiment plusieurs styles de danse qui existent. Autant tantôt, on parlait du ballet jazz, du ballet, ça peut être les danses sociales aussi. Il y a tellement une grande variabilité. Ça fait en sorte que, selon le style de danse qu'on pratique, ben, on peut aussi avoir un regard sur notre posture, sur le contrôle postural que ça nous demande. Donc, par exemple, quand je suis en ballet, quand j'ai fait du ballet jazz, je devais avoir une posture qui était très droite, le dos, une belle posture d'ouverture. Tandis qu'en hip-hop, souvent, on a plus le dos, plus incliné. C'est comme si on avait un peu plus une cambrure du corps, mais pourtant, je dois quand même lutter contre la gravité, puis je force quand même au niveau de ma musculature du dos, là. Ouais, c'est ça. Donc, la posture est quand même différente aussi de comment on danse également. Puis, si je peux parler même tout ce qui est équilibre, des fois d'être sur une jambe, d'être sur deux jambes, mais des fois, on a une posture qui est peut-être pas naturelle dans notre corps. Donc, ça aussi, on travaille l'équilibre, donc soit sur une jambe unipodale ou encore sur nos deux jambes, qui peut être intéressante. Puis, sinon, au niveau plus peut-être la force musculaire aussi, moi, j'ai remarqué que souvent, j'avais, quand on est comme un peu en squat, bien souvent, moi, je vais avoir plus développé mes quadriceps que mes ischio-jambiers. Selon le type de danse qu'on va pratiquer, bien nécessairement, on va aller recruter peut-être des muscles dans certaines danses plus que dans d'autres. Donc, c'est aussi dans cette optique-là que je voulais apporter que dans la littérature, ce qu'il disait, c'est que le fait d'avoir comme plusieurs styles de danse, plusieurs types de mouvements, mais on pouvait essayer d'avoir une complémentarité dans tout ça. Mais bref, ce qui en ressortait, c'est que plus qu'on allait essayer de chercher une variabilité, fait que de pas toujours faire les mêmes mouvements, plus qu'on permettait finalement ce développement-là de notre motricité, puis d'essayer de développer ça, notre force musculaire, notre endurance, même parce que quand tu disais le bouger pour grandir, ben nécessairement, on bouge beaucoup. C'est considéré comme un sport, hein, la danse. Donc, pour moi, c'est très important aussi de pouvoir le démontrer. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'était ma prochaine question. J'ai toujours pu constater l'aspect artistique, expression de soi de la danse, mais c'est considéré un sport. Bien, selon la littérature, dans le fond, on atteint des fréquences cardiaques qui seraient similaires à ce qu'on appelle un sport. Donc, dans le fond, ce qui a été mesuré, c'est les fréquences cardiaques à l'effort, puis à savoir leur perception aussi de l'exercice. Donc, oui, ça a été considéré comme un sport. Mais c'est pas aux Olympiques. Ah, non? Non, pas encore. Non, je pense pas encore. J'aimerais ça, par contre. Oui. Parce que ça m'intriguait, j'ai fait une petite recherche après l'enregistrement et trouvé finalement que le breaking, qui est le break dancing, est un nouveau sport qui va être inclus aux Olympiques à partir de 2024. Qui aurait cru? Alors, ce que j'ai compris, on fait un peu de coq à l'âne au niveau du sujet, mais je trouve ça vraiment intéressant comment tu intègres les choses. C'est que si on est dans ma deuxième facette de considération de la danse, c'est que si on voudrait utiliser la danse comme intervenant, comme éducatrice, comme enseignante,
pour soutenir le développement moteur d'un enfant, ça serait bien d'aller chercher différentes caractéristiques de différentes danses finalement, de ne pas s'en tenir qu'à un programme ou à des activités finalement qui tournent seulement autour d'un seul type de danse. C'est ça? Oui, ben moi, c'est ce que Ouais. j'en avais ressorti, oui, Oui. également. À partir de quel âge un enfant peut danser? C'est une très bonne question. Ben, une fois qu'il se tient debout, qu'il est à l'aise d'être debout sans appui, là, nécessairement, je pense que c'est là. Ben, même, il y en a qui vont être en appui puis qui vont juste se bouger les fesses, là. Donc, je pense que ça se fait très jeune. Puis, dans le fond, dès qu'il y a de la musique, souvent, c'est plus propice à ça. Mais, Mais est-ce que la musique incite pas naturellement, justement, au mouvement, au rythme dans ben, le je pense que corps? oui. Ben, je pense que oui. Ouais. Ça me fait penser finalement que le système vestibulaire, qui est notre système qui nous aide avec notre équilibre, notre perception justement du mouvement, notre position dans l'espace avec d'autres systèmes du corps, bien sûr. Dans le système vestibulaire, il est comme à la même place, bien collé sur le système auditif. Donc, c'est clair que les deux, ils communiquent beaucoup ensemble. Ça doit favoriser justement le mouvement au son de la musique. Ah oui, ça, effectivement. Donc, on parlait de l'âge. On peut observer les bébés qui vont s'intéresser naturellement s'ils voient peut-être des frères et sœurs autour, d'autres adultes, d'autres enfants en milieu de garde, par exemple. Et si on pense que notre enfant aime ça, à partir de quel âge ça serait pertinent de l'inscrire peut-être en cours de danse ou est-ce que c'est une bonne chose d'inscrire notre enfant très tôt à un cours de danse ou est-ce qu'on est mieux d'aller dans le mouvement libre? Qu'en penses-tu? Si je me souviens bien, je pense Ouais. que moi, j'ai commencé vers l'âge de 5 ans. Dans le fond, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité aussi parce que, tu sais, veux pas, quand on est en groupe, tu sais, ça aussi, c'est toute une gestion. Donc, la différence, c'est vraiment que le cours a une certaine structure. Puis, c'est souvent avec des personnes aussi qu'on connaît pas. Tu sais, des fois, c'est le fun aussi d'avoir ses amis dans son cours, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres personnes, on les connaît pas, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle place. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments là, qui rentrent en compte à ce sujet-là, ouais. Bien, peut-être qu'un critère, ça peut être que, l'enfant semble intéressé, souhaite le faire, puis que l'enfant a du plaisir dans la structure aussi, est capable d'attendre son tour, peut-être, patienter pendant des explications, savoir si l'enfant il a du plaisir, s'il est à la bonne place, si l'enfant semble moins engagé ou vit un peu de stress par rapport à ces cours-là, c'est peut-être un petit peu jeune. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, aussi, l'affaire qui arrive, c'est qu'avec la danse, tu sais, c'est supposé justement dans le plaisir, tu sais, comme tu le mentionnais, tu sais, que ça vienne de l'enfant, que ça reste dans le plaisir, tu sais, que ça demeure un jeu, que on peut avoir les interactions avec les autres. Ouais. Et tu m'avais dit que tu avais fait un projet sur la danse, hein, dans le cadre de tes études en ergothérapie. Peux-tu nous en parler? Ben, en fait, moi, j'ai étudié à l'Université Laval, là, donc j'ai terminé en décembre passé. Puis, dans le fond, ils nous permettaient de faire un projet plus de... Dans le fond, on appelle ça d'entrepreneuriat. Puis, moi, j'avais décidé d'essayer de développer l'intervention de thérapie par la danse. Donc, je m'étais intéressée un peu aux écrits à ce niveau-là. Ce que je devais faire, c'est vraiment d'aller chercher toute la littérature qui est possible, qui est disponible, pour essayer de voir, tu sais, comment je peux le mettre dans un œil ergo. Pour finalement essayer de voir c'est quoi les bienfaits, puis essayer de voir ce qui avait été documenté auparavant, puis d'aller chercher qu'est-ce qui était possible de faire avec ce sport-là, parce que pour moi, ça m'avait beaucoup apporté dans le cadre de mon développement. Puis, par la suite, j'ai aussi même fait des expériences plus de bénévolat. J'ai fait 3 journées de bénévolat au Grand Ballet canadien. Dans le fond, ils ont une sous-section qui est le Centre national de danse-thérapie, où ils font finalement des cours de danse adaptés. Puis, dans le fond, quand j'avais fait ma visite aussi au Grand Ballet canadien, ben, j'ai côtoyé une ergo. Puis elle, tu sais, elle a pu me mettre un peu à l'oreille, tu sais, qu'est-ce qu'elle pouvait observer finalement, parce que dans leur cours de groupe, par exemple, il y avait plusieurs enfants avec des diagnostics différents. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait une certaine diversité. Puis, on pouvait voir des fois des particularités plus sensorielles, justement, ressortir. Puis, j'avais voulu, comme ça reste dans le plaisir, tu sais, que ça demeure un jeu, que on peut avoir les interactions avec les autres. Mon rôle, dans le fond, en tant que bénévole, c'était vraiment, quand il y avait un enfant qui
si je peux mettre entre guillemets, là, décrochait de l'activité, d'essayer de retrouver, dans le fond, d'aller le chercher et de retrouver finalement qu'est-ce qui pourrait le faire revenir à l'activité initiale. Puis des fois, ça se peut que l'enfant il était devant le miroir, qu'il se regardait dans le miroir. Okay. Des fois, il voulait aller jouer avec l'interrupteur des lumières. Des fois, il était plus apathique, il était assis au sol. Mais toutefois, en regardant tout le monde bouger. J'avais quand même plusieurs comportements d'enfants qui se passaient au sein d'un même cours. Je pense qu'on était 3 bénévoles, je me souviens bien. Donc, c'est ça, c'était notre rôle vraiment. Puis, il y avait les professeurs qui, eux, se concentraient vraiment plus à l'activité. Alors, tu me parlais de l'adaptation de l'activité en fonction de jeunes qui ont différentes particularités ou défis. Est-ce que tu as des exemples d'adaptations qui ont été mises en place ou proposées par rapport à la danse? D'autant laisser pour les enfants proposer des mouvements. Dans le fond, ils mettent une musique, puis ils permettent le mouvement plus libre. Soit qu'ils choisissent leur musique, mais c'est un élément de motivation. Ouais. Le fait de dire « c'est moi qui ai choisi », puis ça permet aussi un sentiment plus d'appartenance. Des fois, le fait d'avoir ce sentiment-là envers les autres, ça permet aussi, dans le fond, de se sentir bien, de se sentir accepté, de dire « c'est une certaine valorisation ». Mais oui, c'est ça, c'était d'essayer de trouver des moyens, de quand même aller chercher leur intérêt parce que, dans le fond, même nous, avoir quelque chose super structuré, on aime ça des fois mettre nos petites couleurs, puis je pense que c'était ça qui était bien aussi d'aller chercher, la créativité des enfants puis de la stimuler, parce que, dans le fond, il n'y a pas de mauvaise façon de danser. Dans le fond, on fait nos limites de notre corps, on est en exploration, c'est vraiment la créativité, puis il n'y a comme pas de limite finalement, je pense pas qu'on devrait se mettre de limites en danse à cet aspect-là. J'adore cette phrase-là. Il n'y a pas de mauvaise façon de danser. Les mouvements, c'est un peu comme un alphabet corporel et on peut justement inventer des combinaisons de lettres, notre propre langage, notre propre expression. Puis si on arrive à transmettre ça aux enfants qui peuvent être plus nerveux par rapport à leur façon de bouger, peut-être les plus vieux, peut-être les adultes comme moi qui n'osent pas danser en public parce que je suis trop consciente du fait que c'est pas naturel, justement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à transmettre aux enfants. Si on parlait un peu de la maison, par exemple, les parents qui nous écoutent, qui eux-mêmes, finalement, sont peut-être pas attirés par la danse et peut-être qui ne pensent pas autant à inclure la musique et la danse dans les contextes, finalement, qui peuvent favoriser le développement moteur de l'enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer pour faire danser ou exposer les enfants à la danse à la maison? Pour les tout-petits, mais peut-être les plus grands aussi. As-tu des idées pour nous autres? Mais c'est sûr que tantôt, on a parlé que, la musique, c'est comme un élément facilitant pour peut-être des fois se mettre un peu plus dans le mouvement. Mais c'est sûr aussi, il existe des émissions de télévision sur la danse. Je pense à Révolution, il y en a beaucoup d'autres. Là, donc, ça aussi, le fait de voir puis de dire « Ah, wow, c'est cette chose-là que je vois, j'aimerais ça l'essayer. » Puis c'est là qu'on voit l'expérimentation sur notre propre corps, comment ça se passe quand on essaie d'imiter. Autant qu'on peut imiter quelqu'un qu'on voit sur une vidéo qui est à l'externe de nous, ou que si on voit nos parents danser, par exemple, ben ça se peut que ce que maman vient de faire comme mouvement, ben moi, j'ai le goût de l'essayer, puis je vais essayer, puis ça se peut que ça marche pas du premier coup, c'est totalement normal. Puis c'est vraiment avec la pratique, qu'on peut finalement essayer d'imiter, puis même des fois, j'aime ça faire le parallèle inverse, de dire ce que bébé, ce qu'enfant fait comme mouvement, ben pourquoi que le parent, il le ferait pas également? Pourquoi qu'on ferait pas l'inverse aussi? Ça amène une certaine confiance, je pense, à l'enfant de dire « Ah, finalement, j'ai bien bougé, le parent, il fait comme moi, fait que finalement, c'est bon ce que je fais. » Je pense que ça peut être aussi un bon élément à soulever. Ben oui, imiter son enfant. Est-ce que le miroir pourrait être un contexte intéressant de danser avec son enfant devant le miroir et peut-être que ça peut inciter l'enfant à y aller aussi par lui-même quand le parent n'est pas là, puis à s'observer, puis à avoir le goût de modifier comment il bouge pour voir l'impact finalement sur son image en mouvement? Oui, c'est une belle stimulation, vraiment, le miroir. Tu sais, souvent, dans le fond, dans des cours plus en groupe, là, souvent, c'est devant un miroir, on va apprendre la chorégraphie, puis
nous-mêmes, on va se regarder dans le miroir. Fait que oui, je trouve que c'est une belle piste que tu suggères aussi. Puis j'allais aussi renommer, tu sais, là, je sais que c'est plus à la mode ces temps-ci, là, en tout cas au Québec, là, les fameuses danses en ligne, on dirait que ça revient beaucoup. Tu sais, souvent, c'est plus les jambes qui ont à bouger. Tu sais, des fois, on va taper des mains. Tu sais, je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Quand je parlais tantôt que tous les styles de danse, tu sais, ils vont emmener quelque chose, mais je pense que les danses en ligne, c'est quelque chose qui est accessible. Puis je pense que ça peut être une belle façon aussi, tu sais, des fois de donner des coups de pied vers le sol, des fois de sauter. Tu sais, ça l'amène encore là notre développement moteur qu'on parlait du tout début, là. Donc ça. Bien, c'est une bonne idée. Est-ce que les comptines avec gestes sont aussi un point de départ intéressant? Donc, il y a un rythme dans la comptine et on bouge notre corps en lien avec les paroles. Mais oui, c'est une bonne idée. Et varier le type de musique pourrait varier la façon dont l'enfant a envie de bouger. Dans des musiques plus lentes, des musiques plus vite, des musiques plus rythmées, différents instruments. C'est ça. Ça aussi, c'est très bon. Puis, ça me fait penser aussi, tu sais, souvent, ce qui est une particularité, tu sais, la musique, souvent, c'est quand même structuré d'une même façon. Dans le sens où, souvent, on va s'attendre à ce qu'il y ait un refrain puis qu'il va revenir un certain nombre de fois. Puis, il va y avoir les couplets, là. Donc, je parle grosso modo, là. Je suis pas une chanteuse, mais, tu sais, dans le sens où on peut avoir une certaine répétitivité qui fait en sorte que si moi, je commence à écouter la chanson, je commence à savoir finalement que, dans la musique, il y a un bruit plus, qui saisit, qui est plus fort, ben on va peut-être pouvoir le prédire, puis finalement se dire que quand il va arriver le prochain coup, ben là, je vais vouloir faire un petit mouvement dessus. Puis ça commence comme ça, hein. Souvent, nous, en danse, ce qu'on faisait, on appelle ça des cyphers, là. Je sais pas s'il y a une traduction française de ce mot-là, mais c'est de laisser, finalement, on se met tout en rond, là, juste pour un peu expliquer le jeu, là, c'est souvent un jeu plus de fin de groupe, de se mettre en rond, puis tout le monde essaye un peu de rentrer un peu dans la musique, dans le moment présent, de se dire, est-ce que je suis dans mon élément dans cette chanson-là ou pas plus qu'il faut, puis de se dire, si j'ai le goût finalement de me faire quelques mouvements, ben c'est moi qui y va, puis je laisse mon corps s'exprimer au fil de la musique, là. Ça m'a fait penser à quelque chose, ce que tu disais. Si on revient maintenant à un contexte plus thérapeutique, comme l'ergothérapie, une activité que j'ai fait avec plusieurs enfants qui n'avaient pas d'objectif moteur, mais qui utilisaient la danse finalement pour y arriver, c'était au niveau des mouvements du corps en lien avec les émotions. Dans le fond, nous, ce qu'on travaillait, c'était la perception de ce qui se passe dans notre corps quand on vit une émotion et aussi le décodage du non-verbal, finalement, peut-être d'une autre personne. Et ce que je faisais, c'est j'avais enregistré des musiques qui élicitaient différentes émotions, donc une musique qui semble mener à la tristesse et on se laissait bouger et devenir triste sur la musique. On mettait finalement en scène la tristesse dans notre corps avec la musique et ensuite, j'avais trouvé une musique fâchée, puis une musique qui fait peur et une musique joyeuse et on pouvait observer finalement que naturellement, la musique joyeuse nous fait comme grandir, sauter, ouvrir notre corps, tandis que la musique triste nous amenait plus vers le bas, vers l'hypotonie et les mouvements secs allaient avec la colère et tout ça. Donc, aurais-tu d'autres idées? Tu n'étais pas préparée à cette question-là, mais si on essaie de peut-être générer quelques idées d'objectifs thérapeutiques qui ne sont pas moteurs, mais qui utilisent le moteur de la danse finalement pour aller vers ces objectifs-là. Aurais-tu une idée? Moi, je vais essayer d'en chercher une autre pendant que tu m'en nommes une. Oui, ben en fait, tu sais, là, tu as été plus comme dans la dimension qu'on dit plus affective. Tu sais, si je vais plus dans la dimension cognitive, tout ce qui est justement l'attention, la concentration, parce que tu regardes quelque chose devant toi, tu essaies de le reproduire, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même, tu sais, qui demande finalement un œil pour vraiment aller cerner, tu sais, comment la posture devant moi est pour la reproduire dans mon corps aussi, fait que comment je vais aussi le ressentir, est-ce que mon bras, il est placé à 90 degrés, est-ce que, tu sais, comme la personne devant moi, fait que ça aussi, c'est tout ce qui est proprioception aussi, de savoir mon bras, OK, il est bien placé. Puis, à force de pratiquer, ça devient un peu un genre d'automatisme, dans le sens où, tu sais, moi, par exemple, qui apprends une chorégraphie, ben ma chorégraphie, je la connais sur le bout de mes doigts.
ça devient un automatisme. Tu sais, j'ai plus besoin de penser que je le sais que mon bras il est placé au 90, que j'ai besoin d'aller chercher. Cool, c'est un excellent exemple. Tu sais? C'est sûr qu'on peut prendre la tangente quand même sensorimotrice et parler de praxis, planification motrice, conscience corporelle. Ça, c'est ce que tu décrivais. Tu sais, la conscience, on avait la conscience corporelle qu'on a abordée, mais il y a la conscience aussi aux autres personnes. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un élément, tu sais, d'être sûr de pas entrer en collision avec soit les autres personnes, soit justement les objets dans notre environnement. Fait que ça aussi, c'est une autre forme de conscience, mais qui, tu sais, sans trop s'en rendre compte, et souvent, on va comme regarder, tu sais, de gauche à droite, être sûr que, tu sais, on a encore de la place pour bouger, là. Oui. Non, c'est un bon point. Puis, ça peut entrer dans les fonctions exécutives, comme la partie, justement, inhibition motrice, d'arrêter son mouvement parce que quelqu'un n'est pas placé à la bonne place, même si le mouvement devait s'étendre avec une plus grande amplitude, il faut que je m'arrête. Ben oui, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut pas non plus comme faire un mouvement à chaque bruit qu'on va entendre sur une musique. Ouais. Des fois, on va avoir des moments de pause, puis c'est là, toute là, la pertinence de l'inhibition que tu parles. Ouais. Il y a une activité que j'ai fait beaucoup avec les enfants, souvent en début de session, qui les aidait au niveau de leur régulation. Et ce que je faisais, c'est que je mettais une musique et on dansait ou on bougeait de manière libre durant la musique. Et là, il y avait une pause dans la musique où l'enfant devait s'immobiliser en statue. Et quand la musique reprend, l'enfant reprend ses mouvements. Donc, une activité qui sollicitait beaucoup l'attention auditive et l'inhibition, évidemment. Et c'était extrêmement amusant, apprécié des enfants et aussi organisant dans leur corps pour tout ce qui allait venir ensuite dans la session. Il y a une question que j'avais, je voulais la poser tantôt, mais on a changé un petit peu le sujet. Est-ce que les souliers, c'est une bonne idée pendant qu'on danse ou est-ce que de danser pieds nus serait préférable quand on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Mais lorsqu'on a des objectifs plus moteurs, posturaux, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça ferait une différence. C'est sûr que d'être nu-pied, on vient encore plus comme stimuler tout ce qui est notre arche plantaire, nos pieds. Fait que selon moi, oui, là, ça a toute sa pertinence avec des objectifs en ce sens-là. Là. Donc, oui. Est-ce que s'il y a des éducatrices, là, on parle d'un contexte de groupe ou des professeurs de danse ou même en éducation physique à l'école, s'il y a des activités de danse, la personne fait face à un enfant qui est réticent, qui ne veut pas participer, un peu comme ce que tu décrivais tantôt, peut-être des enfants qui auraient des particularités dans leur développement, peut-être des diagnostics comme le TDC, le trouble développemental de la coordination, donc un enfant qui a besoin de beaucoup, beaucoup plus de concentration, qui est très facilement surchargé par la planification motrice, ou un enfant autiste qui est surchargé par la stimulation visuelle ou même les bruits. Et j'allais dire peut-être avec un TDAH, mais là, on aurait peut-être un enfant qui n'est pas en retrait, qui court partout, qui saute partout, qui a moins d'intérêt pour suivre la chorégraphie ou la structure de ce qui est en train de se passer dans l'activité de danse. Aurais-tu des conseils par rapport peut-être à ces 3 diagnostics-là ou des enfants qui peuvent avoir des défis dans ces domaines-là sans avoir de diagnostic? Oui, ben tu sais, au niveau du diagnostic de trouble développemental de la coordination, tu sais, je dirais, c'est bien d'être, en tant que professeur ou en tant qu'éducateur, tu sais, d'être capable d'un peu décortiquer, tu sais, dans le sens où on peut commencer par essayer d'apprendre plus le volet des mains, des membres supérieurs, puis par la suite, on pourrait aller chercher juste les jambes pour après aller chercher cette combinaison-là des deux. Fait que je pense que de le séparer, ça peut être une belle piste pour eux, par exemple, là. Sinon, ben, ça serait de voir finalement qu'est-ce qui fait en sorte finalement que l'attention est moins là ou encore qu'il y a peut-être une certaine peur. Il y a quelque chose qui est tellement plus individuel que c'est un peu dur aussi à décortiquer en peu de temps. Là. Mais tu sais, c'est vraiment d'essayer de voir qu'on peut essayer de leur, tu sais, d'avoir un bon son, par exemple, si c'est par rapport au bruit, là, tu sais, d'avoir un son qui est plus égal dans la salle, que les affaires ne soient pas non plus collées sur les haut-parleurs. Tu sais, on veut pas tu sais, que ça ramène plus une distraction qu'autre chose. Est-ce que, si c'est possible, c'est sûr qu'en groupe, c'est pas toujours réaliste, ça serait possible que l'enfant écoute la musique
sur laquelle l'activité de danse va se faire avant l'activité de danse. Oui, ça, c'est un élément. Ben même moi, c'est Ouais. comme ça qu'on apprend nos chorégraphies. Fait que souvent, c'est qu'on apprend une petite partie de la chorégraphie. La professeure ou en tout cas l'éducateur pourrait faire une démonstration sur la musique puis que personne danse pendant ce temps-là. C'est vraiment un moment que on regarde c'est quoi les comptes, c'est quoi les mouvements, peut-être même si on s'en souvient pas, de vraiment regarder Ouais. qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir l'expérimenter par la suite. Là. Mais oui, ça, c'est un bel élément. Oui, parce que de combiner l'encodage auditif des sons puis tout ce qui est visuel en même temps, ça peut être trop. Oui, c'est ça. Ça serait intéressant. Puis au niveau de notre petit avec beaucoup d'énergie qui veut bouger plus que danser, est-ce que ça serait bon de lui dire arrête, tu sautes partout, fais les mouvements comme nous, ou est-ce qu'on le laisserait peut-être plus aller à son rythme puis peut-être débuter dans la désorganisation, mais laisser finalement la danse elle-même et son pouvoir organiser doucement l'enfant, ou est-ce qu'on lui dirait comme c'est pas ça l'objectif, il faut que tu arrêtes de sauter partout? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a une certaine façon de pouvoir aller rechercher encore là l'intérêt de l'enfant, de voir. Je me dis de la danse, oui, il y a une certaine structure, mais il y a une certaine latitude qui est possible. Donc, si, je sais pas, là, l'enfant a remarqué qu'il y avait, peu importe quel objet, là, il y avait un ballon finalement, mais pourquoi que le ballon, on l'utilise pas dans le cadre de notre danse? Comme on parlait le ballon tantôt, là, je le reviens, mais je pense qu'il y a une façon d'aller adapter. Puis c'est là tout dans le fond, le fait que la danse, c'est ça, c'est très variable. Puis je pense qu'on peut se permettre d'avoir de changer finalement le plan qui était supposé. Finalement, ça nous enrichit finalement parce qu'on va aller vraiment chercher tout le monde puis avoir une certaine cohésion dans le groupe, là. Puis aussi, quand tu parlais tantôt plus peut-être même de la désorganisation, je me dis, il y a aussi l'importance d'un retour au calme, quand on termine un cours de danse. Moi, je trouve ça pertinent qu'il y ait un retour au calme aussi, juste par principe que, on vient de s'exciter, on vient de dépenser beaucoup d'énergie. Le retour au calme, je pense que ça va être pertinent aussi, dans le fond, qu'on peut aller chercher notamment la proprioception pour essayer de calmer notre corps, de prendre un petit temps, de fermer les lumières, de se coucher sur un tapis. Ouais. Ah, c'est des bons apports. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aurais aimé ajouter, que tu avais en tête, qui seraient importantes, intéressantes à mentionner? Peut-être un dernier aspect, si justement on se questionne à ce niveau-là, peut-être des fois, ou des professeurs en fait se questionnent, des fois ça peut être bien d'avoir peut-être juste des petits trucs comme ça qu'on vient chercher avec une thérapeute pour tout ce qui est partialité sensorielle, puis même comme tu disais, les émotions. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être travaillés avec la danse, puis des fois c'est juste qu'on le sait pas. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans la danse. Sabrina, merci, c'était vraiment intéressant. Et je vais conclure avec la phrase du jour que tu nous as dit tout à l'heure, que j'ai adorée. Il n'y a pas de mauvaise façon de danser. C'est effectivement ça. Voilà, merci d'être venu au podcast Bouger pour grandir et au plaisir de suivre tes prochains épisodes du podcast Expression réadaptation sur Spotify. Mais Spotify, puis il est même rendu sur Google Podcast puis Apple Podcast, si jamais là, les personnes veulent regarder les autres applications. Mais merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je m'en viens m'abonner. Bye! À la prochaine! Bye, merci! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!